Bonjour Francis Wurtz. Nous avons eu le plaisir de publier dans le tout récent numéro de La Pensée votre article Ukraine après un an de guerre, des enjeux cruciaux, qui est dans un même petit ensemble d'articles au sein duquel nous avons publié le général Vincent Desportes également sur les enjeux de la guerre en Ukraine. Euh, donc, merci d'avoir accepté de nous présenter votre entretien en quelques mots. Comme pour les autres entretiens, il s'agit de trois questions à un auteur. Donc, voici la première. Un an après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, votre article fait le point sur la situation et donc quels sont les premiers constats? Le premier constat est que les livraisons massives d'armes à l'Ukraine de la part des Occidentaux n'arrêtent absolument pas la guerre, mais au contraire alimentent une, euh, une escalade de plus en plus meurtrière. Alors, en plus, c'est une escalade qui ne connaît pas de limite, dont on ne voit pas de limite, qui s'auto-alimente elle-même, puisqu'on passe, on passe de l'artillerie aux chars lourds, des chars lourds aux avions de chasse, et des munitions classiques, disons, aux munitions, aux obus à uranium appauvri, etc., etc. Et en face, l'agresseur, la Russie, eh bien, elle puise dans ses arsenaux, encore y compris de l'ancienne Union soviétique, mais aussi avec des armes sophistiquées dont on ne lui connaissait même pas l'existence, et y compris la menace indirecte de recourir à l'arme nucléaire, notamment l'annonce d'un déploiement d'armes nucléaires dites tactiques en Biélorussie, et puis également de la part de la Russie et de ses différentes milices privées, le, le recours à la chair à canon. Enfin, je pense que le seul résultat visible de cette escalade, c'est une hécatombe de victimes, même si les évaluations qui sont publiées ne sont pas vérifiables. À coup sûr, c'est une hécatombe désastreuse. Et j'ajoute, comme toute escalade, cette escalade est extrêmement dangereuse dans la mesure où elle est susceptible à tout moment, sans même que les protagonistes le veuillent nécessairement, susceptible de provoquer un clash. Donc, c'est une situation non seulement qui ne correspond pas du tout à ce qui avait été annoncé comme objectif de la part des Occidentaux, qui était d'arrêter l'agression, mais en plus, ça véhicule des dangers majeurs compte tenu de ce que représente cette puissance nucléaire en crise profonde. Alors, au-delà de ces aspects d'escalade en termes de type d'armement que votre article développe, euh, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire ce que votre article détaille sur un autre aspect, à savoir les points préoccupants et les enjeux géostratégiques pour la suite, quoi. Voilà. Je pense que le point le plus préoccupant, indirectement, c'est celui que je viens d'aborder, à savoir l'impasse stratégique. L'impasse stratégique du côté des Occidentaux. En fait, maintenant, on assiste à une confrontation indirecte entre l'OTAN et la Russie. C'est la fameuse guerre par procuration. Donc, le, la stratégie de l'Occident a été de dire, à partir du 24 avril 22 exactement, et c'est le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, qui l'a déclaré en Europe, c'était de constater, parce qu'il y avait des difficultés manifestes de l'armée russe quand elle a dû se replier depuis Kiev, c'était de dire si on fournit les armements nécessaires à l'Ukraine, elle peut gagner. Et donc le but, c'est de gagner. Je pense que c'est une stratégie qui est une impasse dans la mesure où
chacun des deux protagonistes, en quelque sorte, s'interdit toute défaite militaire. Pour la Russie, c'est évident que la défaite n'est pas une option pour Poutine, dans la mesure où il a décidé, de façon provocatrice, d'annexer les territoires conquis ou partiellement conquis. Euh, en quelque sorte, il s'interdit toute défaite militaire parce que ce serait une humiliation suprême. Et côté occidental, si on dit que notre objectif, c'est de gagner la guerre et d'infliger donc une défaite à la Russie, le, tout compromis autre qu'une victoire totale serait également stratégiquement quasi impossible. Donc on est dans une situation extrêmement dangereuse dans la mesure où ce ne sont pas n'importe quels protagonistes, ce sont deux puissances dont une est en plus actuellement en plein nationalisme et de l'autre côté, l'OTAN qui domine de la tête et des épaules militairement le monde occidental. Donc, c'est une impasse stratégique extrêmement dangereuse et qui est à la merci d'un d'un incident particulièrement significatif. Et là, je cite dans l'article un exemple de ce qui pourrait être un incident extrêmement significatif, c'est le cas de la Crimée. Parce que la Crimée, l'annexion de la Crimée sur le plan du droit international, à coup sûr, c'est clairement illégal, mais la dimension particulière de la Crimée tient au fait que c'était une province russe depuis 2 siècles qui a été offerte par Khrouchtchev à la Crimée, à l'Ukraine, mais dans le cadre de l'Union soviétique, c'est-à-dire dans un cadre unique, donc ça ne posait pas un grand problème. Et à partir du moment où l'Ukraine et la Russie ne sont plus alliés ou même voisins proches, mais deviennent ennemis, la question se pose de l'attitude des habitants de Crimée. Vraisemblablement, il faudrait sans doute, à coup sûr, le vérifier de façon rigoureuse, mais euh, presque à coup sûr, la majorité de la population de Crimée, dans ces conditions, euh, se sent proche de la Russie. Quant à la Russie elle-même, et ça, y compris un très proche ancien collaborateur de Mikhail Gorbatchev me l'a confirmé, Gorbatchev était favorable au retour de la Crimée à la Russie parce que, dit-il, l'opinion russe, dans sa grande majorité, est de cet avis, pour les raisons que j'ai dites. Donc, c'est une situation Et c'est pas qu'une extrêmement... affaire de Poutine, quoi. Oui. Pardon? C'est pas Ce seulement une n'est affaire de Poutine, quoi. ce ne serait plus que l'affaire de Poutine s'il y avait une reconquête militaire. Mm. Je ne parle pas d'une discussion, mais d'une défaite militaire sur la Crimée, vraisemblablement serait un super casus belli, pas seulement pour Poutine, mais cette fois avec l'appui vraisemblable de la grande majorité de la population. Donc, c'est un point extrêmement sensible et ce n'est pas une vue de l'esprit que de l'imaginer que ça puisse se transformer en un clash extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le cas au début du conflit, quand Zelensky évoquait l'hypothèse d'un compromis de longue durée sur la Crimée, et d'ailleurs aussi sur le Donbass. Mais aujourd'hui, les autorités ukrainiennes disent on veut reconquérir la totalité de notre territoire, donc aussi la Crimée, et pas seulement les autorités ukrainiennes, mais y compris les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux qui, au moins jusqu'au début de la guerre, mezzo voce, admettaient la situation particulière de la Crimée. Aujourd'hui, ils disent leur objectif est de permettre à l'Ukraine de reconquérir la totalité des territoires
occupée, donc aussi la Crimée. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit d'imaginer que ce que j'appelle cette impasse stratégique se termine très très mal à partir du moment où un sujet particulièrement sensible, comme par exemple la Crimée, venait à se poser. Euh, donc ça, c'est un autre aspect très, très important, concret, que j'évoque dans l'article. Il y a un troisième que je voudrais évoquer, c'est en dehors des deux principaux protagonistes de ce conflit, la Russie et l'Ukraine, si les États-Unis sont le grand gagnant de cette affaire, l'Europe, c'est la grande perdante. À, à tous égards. D'abord, l'Europe a changé de nature depuis maintenant un an, est en train de changer de nature. Cette hyper-militarisation de l'Europe en est un aspect. Je pense par exemple à l'Allemagne, ce n'est pas n'importe quel pays qui n'a pas n'importe quelle histoire. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la libération, le, le tournant pacifiste au meilleur sens du terme de l'Allemagne était un fait politique majeur. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, chancelier social-démocrate allemand se fixe publiquement comme objectif de devenir l'armée conventionnelle européenne la mieux dotée. Et d'ailleurs, du point de vue des dépenses militaires, elle s'en donne les moyens. Et puis, je ne parle pas de la France avec sa fierté d'être la principale puissance militaire européenne depuis notamment le départ des Britanniques, avec la loi de programmation militaire, avec une augmentation considérable des crédits. Donc, militarisation. Ensuite, américanisation, parce que nous sommes maintenant alors complètement les vassaux des États-Unis. Il y a à nouveau 100 000 soldats américains en Europe. Nous sommes dépendants. On ne sommes plus dépendants de la Russie en ce qui concerne le gaz, mais on est dépendant en partie des États-Unis pour le gaz liquéfié, pour les armements. La plupart des pays européens qui s'arment, se surarment, achètent des armes américaines. L'influence politique américaine est telle que quand Emmanuel Macron évoque, à mes yeux, une banalité indiscutable, à savoir qu'il ne faut pas être suiviste des États-Unis, il se fait violemment contester par l'ensemble des dirigeants européens, tellement aujourd'hui l'Europe est à nouveau inféodée aux États-Unis. C'est une deuxième faiblesse majeure géopolitique, disons, de l'Europe maintenant. Et puis, il y a un déplacement du centre de gravité à l'intérieur de l'Union européenne vers l'Est, et pas n'importe quel Est, vers les régimes les plus contestés jusqu'alors de l'Europe, en l'occurrence la Pologne du parti PiS, PIS. Donc, et tout cela avec en plus en arrière-fond, ce qui est quand même l'essentiel, que nous allons avoir sur le continent européen, pas les États-Unis, qui sont tranquilles, mais nous, sur le continent européen, on a un voisin avec lequel nous sommes en guerre et nous risquons d'être en guerre pour une longue durée. Et donc, l'Europe est perdante et moins que jamais ne doit effectivement être suiviste des États-Unis, ce qui constitue aujourd'hui un recul considérable, je pense une vraie régression. L'esprit critique va avoir beaucoup de mal, à plus forte raison l'autonomie stratégique dont on parlait beaucoup, va avoir beaucoup de mal à exister dans la période à venir. Et alors justement, quel levier pour sortir de cette impasse? Alors ça, c'est la seule bonne nouvelle de la situation. On vient d'apprendre qu'il y a eu le premier dialogue entre le président Zelensky et le président Xi Jinping. C'est une très bonne nouvelle. En plus, le président ukrainien
semble-t-il, dit qu'il s'agissait d'un dialogue substantiel et souhaite un développement des relations bilatérales. C'est la première fois qu'il y a un élément d'ouverture potentielle. Je rappelle que quand la Chine a publié son document, les fameux 12 points de principe, comme font les Chinois, euh, le président Biden avait dit, je ne vois pas à qui ce document peut profiter d'autre qu'à la Russie. Euh, heureusement, heureusement que Zelensky avait dit non, 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 moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Donc la seule bonne nouvelle, en l'occurrence, c'est l'attitude adoptée par ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire les principaux acteurs d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, et tout particulièrement la Chine, le Brésil, et le président Lula parle de créer un groupe de paix et effectivement va de pays en pays pour tenter de contribuer à cet effort aux côtés des Chinois. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des pays, certains, la plupart, ont condamné très clairement la guerre de Poutine, l'agression de Poutine. Les Chinois le font à leur manière. Manifestement, ils ne souhaitent pas que cette guerre se prolonge parce que c'est absolument contraire à leurs intérêts profonds. Et en même temps, ces pays ne veulent pas s'aligner sur une hégémonie américaine. Donc c'est très intéressant. C'est à la fois des pays, en particulier la Chine, qui a les moyens, si elle le décide, de faire pression sur la Russie et qui, en même temps, trouve le moyen, la preuve maintenant, de dialoguer avec l'autre partie, en l'occurrence l'Ukraine. Euh, la question, c'est effectivement de voir comment la Chine peut faire pression sur Poutine. Elle ne le fera pas dans l'esprit de l'Occident, ça c'est très clair. On vise une médiation et pas un ralliement. Donc, dans ces 12 principes, elle évoque toute une série de principes qui sont très intéressants pour l'Ukraine, et en particulier le principe du respect de la souveraineté territoriale, l'intégrité territoriale et de la souveraineté, mais aussi le refus absolu de toute menace nucléaire, de tout usage d'armes de destruction massive, etc., aussi la protection de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mais elle ajoute un élément évidemment intéressant pour la Russie, mais un élément légitime, à savoir le besoin d'une garantie de sécurité pour tout le monde. C'est-à-dire que la sécurité des uns ne doit pas mettre en cause la sécurité des autres. L'indivisibilité de la sécurité, c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamentalement juste et qui, pour des raisons historiques, tient au cœur des Russes dans leur globalité, dans leur diversité politique. Donc, euh, on, on, pourrait, si la situation était favorable à la recherche réelle d'une médiation, on pourrait sans doute compter sur la Chine pour exercer des pressions en faveur d'une solution politique globale sur la Russie, mais il faudrait savoir qui pourrait faire pression sur les dirigeants occidentaux pour qu'ils acceptent eux aussi l'idée d'une solution politique globale, c'est-à-dire sans hégémonie, avec une vraie conception multilatérale de la gestion des affaires internationales. Et là, je ne vois que l'opinion publique. C'est pour ça que je pense que c'est une bataille, c'est sans doute la principale bataille pour la paix depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide.
qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Merci Francis Wurtz. On retrouve votre article dans le numéro 413 de La Pensée et on invite nos lecteurs à le retrouver soit en commandant le volume à la Fondation Gabriel Péry, soit en téléchargeant l'article sur Cairn. Au revoir. Au revoir.